Nous avons présenté les mesures de performance pour l'apprentissage. Quelle que soit la mesure de performance choisie, l'apprentissage vise à l'optimiser sur l'ensemble de cas utilisés pour l'entraînement. On va maximiser le rappel, la précision ou la mesure F1, par exemple, dans le cas de classification, ou bien essayer de minimiser les taux d'erreur dans le cas de régression. Cependant, la performance d'un algorithme d'apprentissage doit se mesurer sur des cas de test qui sont différents des cas d'entraînement. C'est très important de bien séparer ces deux ensembles-là parce que sinon, le système va simplement mémoriser les cas déjà vus pendant l'entraînement. Et ce système aurait du mal à traiter de nouveaux cas. Il faut que le système puisse traiter d'autres cas que ce qu'on a vu dans l'entraînement. Et ça correspond à la capacité de généralisation, qui veut dire que ce que le système a appris peut être appliqué aux nouveaux cas. En pratique, si on a un ensemble d'exemples collectés dans une application, dans une situation réelle, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, typiquement, on va essayer de diviser cet ensemble d'exemples en deux parties. Une première partie pour l'entraînement, comme par exemple 80% des cas, et le reste pour le test. Et donc, globalement, on peut schématiser le processus d'apprentissage complet comme ceci, donc ce qui est montré dans cette figure. Donc, vous avez les exemples collectés qui sera divisé en deux parties et une partie utilisée pour l'entraînement, l'autre sera utilisée pour le test. Et finalement, on va obtenir la performance de ce système. Et dans l'entraînement et le test, très souvent, on peut observer que la performance obtenue sur les données d'entraînement est bien meilleure que la performance obtenue sur les données de test. Ça, c'est normal, puisque l'entraînement vise justement à améliorer la performance sur les données d'entraînement. Cependant, on ne veut pas que l'écart entre les deux performances soit trop grand. Intuitivement, si l'écart est petit, ça signifie que le modèle entraîné se généralise bien et applique aux autres nouveaux cas. Par contre, s'il y a un très grand écart, il y a lieu de s'interroger si le modèle a été surentraîné. Le surentraînement ou bien surapprentissage signifie que le modèle a trop appris les choses qui sont bien spécifiques au cas d'entraînement et que ça se généralise mal à d'autres cas de test. C'est une situation à éviter, évidemment. Alors, la façon habituelle pour tester si on est en situation de surentraînement est de tester le modèle entraîné sur un autre ensemble de données qu'on appelle les données de validation. Et cet ensemble de validation doit être différent des ensembles d'entraînement et de test. Donc, on observe la performance sur cet ensemble de validation. Tant que la performance sur l'ensemble de validation s'améliore, on continue l'entraînement. Mais si on observe à un moment donné que la performance sur l'ensemble de validation commence à baisser, c'est probablement le moment de s'arrêter. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, mais on a bien parlé de l'entraînement, mais finalement, qu'est-ce que l'entraînement essaie de faire? Et pour expliquer ça, rappelons-nous que l'apprentissage vise à trouver une fonction qui est exprimée comme y chapeau égale fx pour une entrée x. Et cette fonction est définie avec des paramètres. Des paramètres comme dans l'exemple qu'on a montré de régression sur le bonheur et le revenu, nous avons exprimé la fonction comme une fonction linéaire, dans laquelle vous pouvez voir qu'il y a bêta et e. Et bêta et e sont des paramètres de cette régression. Et donc, cette fonction, on appelle ça le modèle qu'on essaie d'obtenir, et bêta et e sont des paramètres de ce modèle-là. Et l'entraînement, justement, vise à apprendre les valeurs de bêta et de e de telle manière qu'on arrive à réduire au maximum l'écart entre le résultat désiré et le résultat prédit par la régression. Dans certains cas, en plus de paramètres de modèle,
nous avons également d'autres paramètres utilisés pour contrôler le processus d'entraînement. Et on appelle ces paramètres des hyperparamètres. Par exemple, si un processus d'entraînement est itératif, donc on a plusieurs rondes d'itération, alors il est possible d'imposer le nombre d'itérations. Et ce nombre d'itérations imposées, c'est un hyperparamètre. Et dans un modèle de réseau de neurones qu'on présentera plus tard, le nombre de neurones qu'on utilise dans le réseau, c'est un hyperparamètre aussi. Le nombre de dimensions dans l'espace de représentation de données, ça peut être aussi un hyperparamètre. Donc, on peut faire varier la dimension. Bon, pour résumer, dans cette capsule, nous avons présenté quelques concepts importants. Donc, on a présenté le processus et les données qui sont utilisées dans l'entraînement et dans le test. On a également parlé de validation, qui représente un troisième sous-ensemble de données. Et on a parlé de concepts de paramètres de modèles et également des hyperparamètres qui sont liés au processus d'entraînement. Et on a mentionné le concept de surentraînement ou surapprentissage, qui représente typiquement une situation à éviter. Et ces paramètres de modèles peuvent représenter différentes choses. Tout dépend du modèle qu'on choisit à entraîner. Et on verra ça plus tard en détail dans les modules suivants.